Et avec nous pour ce club, Yves Tréhard, comme tous les lundis. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être là, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et l'essayiste Mathieu Soutker. Bonjour Mathieu, Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de la crise agricole. Objectif des agriculteurs, faire le siège de Paris et d'autres grandes villes du pays. Les blocages seront nombreux aujourd'hui. Alors comment le gouvernement peut-il répondre à cette colère alors que les premières mesures de Gabriel Attal n'ont pas réussi à la calmer? Vous me direz ce que vous en pensez. Alex, on verra que toute la classe politique s'empare du sujet. Oui, on verra qu'on est loin d'un consensus entre les différentes formations politiques sur les solutions à cette crise agricole. Et pour commencer, on va dans le berceau de la contestation, la région Occitanie. Et on va donc en Occitanie, à Montpellier, où on retrouve Vincent Coste. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vincent, journaliste merci au de votre Midi invitation. Libre. Vincent, on le disait, l'Occitanie, ça a été le berceau de cette colère du monde agricole. On en est où ce matin? Est-ce qu'il y a encore des points de blocage dans votre région? Il y a encore des points de blocage. L'autoroute A9 n'est plus bloquée entièrement comme elle a pu l'être de façon un peu exceptionnelle la semaine dernière, puisqu'elle était bloquée de la frontière espagnole jusqu'à Orange. Mais il y a encore des points de blocage à Nîmes. Et puis il y a des points de blocage ponctuels. Hier soir, par exemple, une plateforme de Système U sur la commune de Vendargues. Un barrage filtrant a été installé sur cette plateforme. Les manifestants ne laissant entrer que ne laissant plus entrer les denrées étrangères, les produits étrangers sur cette plateforme. Mais c'est évidemment une situation très évolutive et peut-être qu'à l'instant où je vous parle, il y a des points de blocage qui sont levés, d'autres qui s'installent, même si aujourd'hui peut-être tout le monde a le regard tourné vers ce qui se passe du côté de Paris. Ouais, et Vincent, on le disait, l'Occitanie, ça a été le berceau de cette colère du monde agricole. La contestation est profonde et ancienne, et elle n'est pas éteinte. Bien sûr, alors historiquement déjà, les grandes manifestations de 1907 pour la crise viticole déjà, les drames de Montredon dans les années 60 également, mais c'est vrai que cette crise viticole, cette crise et ce mouvement des agriculteurs en Occitanie, notamment dans l'est de la région, n'a pas commencé la semaine dernière. En novembre dernier, une grande manifestation à Narbonne avait rassemblé 4-5 000 viticulteurs qui dénonçaient un ras-le-bol, des revenus insuffisants et qui demandaient des solutions pour aider leur filière en crise. De la même façon, en début d'année dernière, le 11 février, on a vu à Montpellier une grande manifestation de défense de la ruralité dans toutes ses dimensions, des terroirs, des territoires, des traditions, des cultures. 13 000 personnes, à la surprise générale, avaient participé à ce rassemblement. Et que ce soit lors de ce rassemblement de Montpellier, que ce soit lors de la manifestation des viticulteurs de Narbonne, ou que ce soit lors des diverses manifestations et des barrages que l'on a observés la semaine dernière ou que l'on peut encore observer, on se rend compte que l'on retrouve souvent les mêmes personnes. La manifestation des vignerons, la FNSEA et les jeunes agriculteurs participaient aux côtés des vignerons. Il n'y avait pas que des vignerons. De la même façon, pour défendre la ruralité, il y avait des vignerons, il y avait des éleveurs, il y avait la défense de traditions et de territoires, de cultures comme la tauromachie ou la course camarguaise. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Il y a une espèce de colère sourde qu'on a senti monter dans la région ces derniers mois par rapport à des décisions, des normes européennes ou nationales jugées ou des pratiques ou des coutumes ou des injonctions ou des positions peut-être des fois jugées moralisantes, jugées trop contraignantes, voire trop coercitives. Quelque chose était en train de se passer. Et finalement, ce mouvement des agriculteurs d'aujourd'hui n'étonne pas tant que ça dans nos territoires, dans notre région. Merci Vincent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr ce mouvement avec vous dans votre région. Regarde la une du Midi Libre, c'est un autre sujet dans l'Hérault. La route tue toujours plus, c'est à la une de votre journal aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent Coste d'avoir été avec nous. Un mot Yves, parce que Vincent le rappelait, c'est pas anodin si cette colère et ce mouvement, il est parti du sud-ouest et de cette région Occitanie. Oui, parce que c'est une région qui est traditionnellement très agricole.
viticole même. C'est évident, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que venait de dire mon confrère, parce que en fait, on parle souvent d'un choc de civilisation quand on parle d'autre chose, mais là, on est un peu dans un choc de civilisation au sens où on est en train, dans un point de transition, de basculement même, où eh bien, il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a je dirais, des cultures qui sont remises en question à cause justement de cette du réchauffement climatique, de l'adaptation de certains processus de production à une modernité qui est exigée aujourd'hui. Et je comprends que ça, c'est le gros défi qu'on a à relever. Comment faire pour que tous ces métiers, qui sont des métiers absolument nécessaires et des métiers qui sont, je dirais, qui nous nourrissent, hein, qui sont vraiment essentiels à notre civilisation, à notre vie, puissent perdurer, puissent continuer à vivre normalement, à gagner leur vie, tout en s'adaptant aux exigences, je dirais, du respect de l'environnement. C'est un défi qui est immense et personne n'a trouvé la solution. Mathieu, on est au-delà de simples revendications d'agriculteurs. Hier, Gabriel Attal disait l'agriculture, c'est une part importante de l'identité de la France. On est aussi là-dedans. Oui, alors juste un mot, chez nous, ça part d'Occitanie, c'est vrai. Enfin, rappelons qu'on se situe dans un mouvement qui est en fait européen. Il y a déjà eu précisément des mouvements chez les agriculteurs en Allemagne, en Roumanie, ailleurs. Aux Pays-Bas. Ce qui se passe en France, pour le coup, n'a rien de spécifiquement français. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y a chez nous une place symbolique de l'agriculture et du monde paysan qui n'existe pas ailleurs. Parce que la République, précisément, elle s'est fondée sur deux piliers. Un, le monde paysan. Deux, les fonctionnaires. Les Anglais, c'est les ouvriers et les commerçants. Donc on voit bien que chaque histoire, précisément, ou chaque identité nationale se réfère à des choses différentes. Et puis, rappelons qu'en France, la population rurale est restée majoritaire jusque dans les années 50. Pareil, en Angleterre, c'était un siècle plus tôt. Donc la ruralité chez nous a une place très grande. Ce qui me frappe par ailleurs quand même, c'est de voir que ce monde agricole, alors pour les raisons que Yves évoquait, en fait, se sent totalement abandonné, alors que précisément, il est chez nous symboliquement très aimé. Et d'une certaine façon, on en reparlera, mais le fait que toute la classe politique se porte à son chevet et dise pas toujours la même chose, mais en tout cas disent, tout le monde dit à l'unisson, de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen, nous devons écouter les agriculteurs et nous devons précisément répondre à leurs attentes. Un monde symboliquement très aimé, très considéré, et quand même objectivement, matériellement, financièrement très aidé. Donc il y a un petit décalage, en tout cas, on peut observer quand même une forme de décalage entre le mal-être paysan et la façon dont la communauté nationale se situe symboliquement et matériellement derrière eux, et y compris l'Europe, puisqu'encore une fois, les subventions viennent beaucoup de Bruxelles, et essentiellement de Bruxelles, bien sûr. Ouais, on va revenir à la question des blocages, puisque après des pauses ce week-end, les blocages repartent aujourd'hui, et notamment l'objectif annoncé par la FNSEA, c'est de faire le siège de Paris, mais Gérald Darmanin prévient, il n'y aura pas de tracteurs dans les grandes villes. On voit ça avec Flora Sauvage. Des blindés de la gendarmerie déployés aux abords de Rungis. Les agriculteurs en colère sont décidés ce lundi à bloquer la capitale. La FNSEA et les jeunes agriculteurs du bassin parisien ont prévu 7 points de blocage autour de Paris à partir de 14h, malgré les annonces du gouvernement. Les annonces qui ont été faites, pour nous, elles sont insuffisantes. Il y a plein de sujets qui n'ont pas été abordés. Dans les sujets qui ont été abordés, il y a encore des choses qui restent très floues. On a plutôt l'impression que c'est un pansement sur une jambe de bois. À l'issue d'une réunion interministérielle de crise dimanche, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la mobilisation de 15 000 forces de l'ordre, tout en assumant de laisser faire les agriculteurs. Les forces de l'ordre, les CRS et les gendarmes mobiles n'ont pas comme consigne d'intervenir sur les points de blocage, mais d'accompagner ces points de blocage pour les sécuriser, pour éviter les drames qu'on a pu connaître au début du mouvement, lorsqu'ils étaient un petit peu, si j'ose dire, sauvages et sans organisation de sécurisation. 3 jours après les annonces du gouvernement, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Le président de la FNSEA a exhorté dimanche le Premier ministre à aller beaucoup plus loin pour satisfaire les demandes de la profession. On sent qu'il y a de la prudence, Mathieu Souquier, de la part de Gérald Darmanin, qui d'un côté dit pas de blocage, pas de tracteurs dans les grandes villes et on va surveiller tout ça, mais d'un autre dit donne des consignes de modération. On n'intervient pas sur les points de blocage, on les sécurise. Oui, alors effectivement, parce que c'est une profession qui a un pouvoir de nuisance réel. Alors je dirais, c'est pas nouveau.
il y a toujours eu une forme de mansuétude vis-à-vis des grands mouvements agricoles. Encore une fois, les révoltes agricoles, elles sont récurrentes. Elles sont en réalité souvent assez violentes. Il y a précisément, en fait, dans cette culture paysanne-là, une revendication qui peut virer à une forme de déruptivité et de débordements sociaux. Donc, c'est pas nouveau. La mansuétude n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau quand même, c'est d'en faire état publiquement. Surtout quand, précisément, on appartient à un gouvernement qui fait du retour de l'autorité, voire même qui surjoue en matière de retour à l'autorité une dimension forte de son discours politique. Donc quand Gérald Darmanin l'autre soir dit effectivement je les laisserai faire dans un contexte où la demande d'ordre est assez forte, c'est assez saisissant. Et en même temps, ça dit bien que précisément, il y a un soutien populaire très fort derrière ce mouvement, et on peut même dire quelque chose d'assez nouveau. On a vu qu'il y avait des colères successives qui s'étaient exprimées dans le pays. On a eu la colère de la France périurbaine avec la France des Gilets jaunes, on a eu la colère du monde du travail et des syndicats avec la réforme des retraites, on a eu la colère du monde des banlieues l'été dernier, et là c'est précisément une quatrième colère qui correspond à une quatrième France, la France rurale. Ce qui est frappant, c'est de voir l'enchaînement de ces colères, et l'enchaînement aussi rapproché de ces colères. On a déjà eu des grands mouvements de contestation mai 68, on a déjà eu des réformes des retraites contestées, on a déjà eu des révoltes agricoles, mais précisément en fait, l'emboîtement de ces grandes révoltes, encore une fois, remontant à 4 Frances différentes, avec à chaque fois un soutien populaire très fort, y compris quand il y a des violences. Alors, dès les Gilets jaunes, on l'avait vu, en fait, le mouvement avait suscité une sympathie constante, alors même que, pour les 3/4 des Français, alors même que les débordements étaient visibles quotidiennement sur nos écrans de télévision. Mais qu'est-ce que ça dit? Parce qu'Emmanuel Macron, en 2017, il avait fait campagne sur le fait qu'il voulait réduire la fracture territoriale. Aujourd'hui, vous parlez de ces 4 France. Ça veut dire qu'elle est plus présente que jamais, cette fracture? Alors, ça veut dire qu'il y a incontestablement une intensification des colères, qu'il y a incontestablement une accélération des temps sociaux. Encore une fois, autant de révoltes en aussi peu de temps, c'est frappant. Peut-être y a-t-il, alors c'est juste une hypothèse et pas du tout un procès d'intention, peut-être y a-t-il aussi dans le style de gouvernance macronienne quelque chose qui suscite encore plus que d'habitude la colère dans l'opinion, peut-être une forme d'arrogance technocratique ou de parisianisme du pouvoir qui peut précisément dans certains territoires susciter une forme de réaction pour partie épidermique et pour partie irrationnelle. Car encore une fois, je le dis, le monde paysan est un monde qui est symboliquement très aimé, qui est matériellement très soutenu, et dont je rappelle que le président Macron lui-même a veillé à être son chevet, en fait, dès le départ. On se souvient que Julien de Normandie était un ministre de l'Agriculture extrêmement populaire auprès des milieux agricoles, parce que précisément, sans aller jusqu'à parler d'une forme de clientélisme, en tout cas, il y avait une oreille très attentive portée à leurs revendications, et on se souvient même que Nicolas Hulot avait démissionné du gouvernement en observant qu'il était lui-même en fait totalement dépossédé face aux lobbies agricoles. Donc voilà, il y a toujours une forme d'ambivalence derrière tout cela. Yves, il y a de l'ambivalence? Oui, il y a une forme d'ambivalence, mais enfin bon, il y a une réalité aussi. La réalité, c'est que vous avez deux fois moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'il y a 30 ans. La réalité, c'est qu'il y en a un qui se donne la mort tous les 2 jours. La réalité, c'est que vous avez une politique agricole commune qui a complètement été modifiée, si vous voulez. Je le rappelle régulièrement, mais il y a 40 ans, 75% du budget européen allait à l'agriculture, et sur ces 75%, la moitié allait à la France. C'était un choix qui avait été fait, l'Allemagne industrielle et la France agricole. Tout ça a changé. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est 30% du budget européen. Aujourd'hui... un budget beaucoup plus important qu'il y a 40 ans. Oui, mais néanmoins, la part du gâteau est beaucoup moins importante pour la France. Et d'une part. Et puis deuxièmement, vous avez quand même la politique qui a été conduite, et c'est ça, on n'en parle pas assez, mais il y a quand même des causes circonstancielles. Le Green Deal de Mme von der Leyen, ils sont à fond contre. Est-ce que vous avez lu ce que c'est que ce pacte vert? Le pacte vert de Mme von der Leyen, c'est la cause de tout ça, une grande partie de la colère des agriculteurs aujourd'hui qui ne veulent pas, accepter ce pacte vert qui, c'est vrai, est très excessif, est un peu hors sol. Parce que il met des barrières et il met surtout des objectifs qui paraissent inatteignables en si peu de temps. En rappelant, Yves, précisément, comme le rappelait Pascal Canfin il y a quelques jours, qu'à ce stade, ce pacte vert, précisément, ne s'applique pas, en fait. Il constitue une perspective. Ben oui, mais d'accord, mais c'est une perspective qui leur fait extrêmement peur. Portée, justement, par un homme qui s'appelle Pascal Canfin, qui, lui, est aussi hors sol, complètement hors sol.
Mais parce que Pascal Canfin, c'est un député Renaissance. Mais un il est député européen Renaissance. Surtout. Il est d'abord député Mais écologiste. sur la liste Renaissance. Pas grave. Il est d'abord député écologiste. Non, mais il est d'abord député écologiste. C'est-à-dire qu'il a fixé des bornes, il a fixé des objectifs qu'on ne peut pas remplir. C'est un mensonge. C'est une hypocrisie de penser que les agriculteurs peuvent en si peu de temps s'adapter de la sorte. Mais Yves, c'est une hypocrisie. Alors moi je veux bien qu'on soit dans l'idéologie totale, mais cette idéologie, parce que c'est une idéologie qui est... alors que ça demanderait beaucoup de pragmatisme, il n'y a pas de pragmatisme, et ces objectifs qui sont fixés, ce sont des objectifs que les agriculteurs ne peuvent pas tenir. Mais pardon, le Green Deal n'est juste pas un fantasme en fait sorti de l'esprit d'un écologiste forcené qui serait Pascal Canfin. Le Green Deal précisément a été mis sur la table par l'Europe. La Commission européenne est adoptée par le Parlement européen. Tous ces gens sont qui ? Pardon ? Tous ces gens, c'est qui ? Mais le Parlement européen a adopté le Green Deal. Enfin, mais évidemment. Oui. Mais est-ce qu'ils sont hors sol ou pas ? Je ne sais pas si on peut considérer que la représentation européenne... Ils sont grandement hors sol. Regardez, tout ça fait l'objet de compromis entre pays, entre groupes politiques. On disserte sur l'évolution du monde et tout ça. Mais là, il y a des causes directes. Des causes directes. À la manifestation, aux colères d'aujourd'hui. Et ces causes directes, elles prennent racine dans des décisions politiques. Il faut quand même, faut qu'on arrête de disserter dans l'absolu. Elles prennent racine dans des décisions politiques qui sont souvent des décisions politiques qui sont irréalistes. Mathieu, et après Alex. Je dirais juste deux choses là-dessus. Alors, encore une fois, ce Green Deal, quand même, fait l'objet d'un accord entre des pays et des partis politiques. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le contester ? Non, mais d'accord, mais je ne sais pas si, dans quelle mesure, on peut dire que c'est hors sol. En tout cas, ça n'est pas l'œuvre. Vous l'avez dit vous-même. Ça n'est pas l'œuvre. Toute l'Europe agricole est en colère. Oui, mais je l'ai dit aussi, encore une fois, ce Green Deal, aujourd'hui, ne s'applique pas. Pour en revanche aller dans le sens... C'est un objectif. Pour aller en revanche dans le sens de ce que dit Yves, il serait tout à fait fâcheux qu'à l'aune d'une crise comme celle-ci, on en revienne à une opposition frontale entre l'agriculture et l'écologie, puisqu'on sait que la transition environnementale... Oui, mais on sait sujet. Mais précisément, donc, il faut dépasser ça, puisqu'on sait que la transition environnementale sera nécessairement une transition alimentaire. Et juste deuxième point, pardon, en réalité, ce qu'on observe, c'est que... Enfin, il me semble que ce qu'on observe là avec le monde agricole dit quelque chose de plus global, en réalité, et fait écho à d'autres choses qu'on observe. Pendant très longtemps, en France en tout cas, nous étions obsédés par une réalité sociale qui écrasait toutes les autres, le chômage de masse. On voit bien que précisément avec la baisse du chômage, on s'est déporté vers une autre préoccupation qui est très générale, le fait pour de très nombreuses catégories d'actifs dans notre pays, le fait de travailler sans pouvoir vivre dignement de son travail. Ça vaut de façon extrêmement nette pour les agriculteurs, mais on voit que de nombreuses autres professions, de nombreux autres métiers en réalité sont frappés. Et que la revendication qui monte aujourd'hui dans le pays, et pas que chez nous d'ailleurs, mais très fortement dans le pays, c'est de pouvoir travailler et de vivre dignement de son travail. Oui, d'accord, mais je veux bien. Mais à partir du moment où c'est acceptable, et ça peut être accepté. Or, ce que l'on voit, mais il suffit d'aller dans les campagnes. Vous y allez, non ? Vous allez voir dans les fermes. Enfin, moi, ça m'arrive assez régulièrement. Vous voyez les conditions de travail qui sont avec des objectifs, avec des, je dirais, des obligations qui sont des obligations, mais hors sol. Hors sol. Allez voir un éleveur. Moi, je ne parle pas des céréaliers, par exemple, parce qu'on met tout ça dans le même sac aussi. Les céréaliers, très bien. Les céréaliers, ils se sont adaptés. Ils ont les moyens parce qu'ils ont des très grandes surfaces. Ça, c'est un sujet qu'il faudrait aussi évoquer. Mais vous prenez les producteurs de fruits et légumes. Vous prenez les éleveurs. Et les éleveurs dans certaines catégories. Les éleveurs porcins, notamment. Mais c'est des particularités avec des obligations. Ils sont soumis à des obligations terribles. Et en plus, il faut le dire, et Stéphane Le Foll l'a pas dit suffisamment fort là, il y a quand même un problème de négociation avec la grande distribution. Quand est-ce qu'on va quand même mettre ça sur le tapis ? Et juste pour repréciser sur cette question des normes environnementales européennes, alors certes, il y a le pacte vert qui a été bien lancé à partir de 2019 avec la fameuse loi de la ferme à la fourchette et des nouvelles obligations pour les agriculteurs, mais
On peut rappeler aussi que depuis 1 an, il y a un mouvement de freinage des normes écologiques en Europe, notamment avec une alliance entre la droite européenne et les groupes d'extrême droite au Parlement européen. Par exemple, la loi sur la biodiversité, sur la restauration de la nature, elle a été vidée de sa substance au Parlement européen. Il y avait aussi une loi pour réduire d'ici à 2030 l'utilisation des pesticides. Elle a été rejetée par le Parlement européen. Et puis on peut quand même rappeler que la Commission européenne a donné son autorisation au glyphosate pour 10 nouvelles années et que la France s'est abstenue, ce qui a permis aussi la prolongation du glyphosate. Donc il n'y a pas non plus un mouvement très dur de transition écologique en Europe pour l'agriculture en ce moment. Oui, mais enfin, néanmoins, la menace est là. Et je peux vous dire que les agriculteurs, ils la vivent, cette menace, hein, parce qu'ils savent jamais. Est-ce que vous savez les investissements qu'ils sont obligés de faire, les agriculteurs? Les investissements qu'ils sont obligés de faire, qui sont des investissements qui leur sont dictés, souvent, par justement ceux qui leur fournissent les graines, qui leur fournissent tous les produits dont ils ont besoin pour exercer leur métier. Mais c'est dément. C'est-à-dire qu'il faut arbitrer entre agriculture et écologie pour vous, Yves? Mais rendez-vous compte. Mais est-ce qu'il faut arbitrer entre agriculture et écologie? Est-ce qu'on demande trop d'écologie au détriment de notre agriculture? Le sujet est là. On raisonne en citadin, mais allez dans les campagnes. Allez avec votre fermier à la banque. Vous allez voir si la banque, elle lui fait crédit. Mais évidemment que non. Pourquoi? Parce qu'il a un avenir qui est beaucoup trop incertain. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a 500 000 exploitations, il y a même pas, il y a 350 000 exploitations en France, là où il y en avait 1 million il y a 40 ans? Mais il y a quand même un problème, non? Deux grandes parties qui vont partir à la retraite dans les 10 années à venir. Il y a eu un mouvement de remembrement aussi. On a fait des plus grandes exploitations. Alors qu'on est 67 millions d'habitants, alors qu'il y a 40 ans, nous étions 55. Donc il y a... Et puis, encore une fois, il faut faire très attention, parce que c'est vrai que l'agriculture, et Stéphane Le Foll a eu raison de le souligner, l'agriculture est excédentaire. Si on regarde la balance commerciale, on exporte plus. Grâce au vin et aux spiritueux. Voilà. Mais il y a beaucoup de filières qui sont déficitaires. Ouais. Et où on exporte et on importe beaucoup. Je rebondis sur ce que dit Yves. Ça dit effectivement quelque chose de l'acceptabilité d'une mutation à opérer. Alors encore une fois, on a la concentration que vous évoquez, c'est-à-dire la division par 3 ou 4 du nombre d'exploitations en 30 ou 40 ans. C'est un mouvement de concentration. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tous les agriculteurs ou tous les exploitants agricoles aujourd'hui meurent de faim. Ça veut juste précisément dire qu'on a une agriculture qui s'est concentrée pour se moderniser. Mais derrière la concentration, il y a effectivement la question de la mutation. Et encore une fois, comme la transition environnementale sera aussi une transition alimentaire, pas uniquement une transition énergétique, mais une transition alimentaire, la question est de savoir quelle est l'acceptabilité d'une telle mutation. Et puisqu'il n'est pas question de ne pas faire cette mutation, puisqu'il n'est pas question de ne pas faire cette transition, de la rendre acceptable en conditionnant, en formatant, en adaptant notre soutien et précisément en accompagnant différemment les professions qui sont les plus touchées. Mais sûrement pas en rognant nos ambitions en la matière. Alors, on a vu hier Gabriel Attal et Marine Le Pen sur le terrain. Gabriel Attal qui doit faire de nouvelles annonces, discours de politique générale demain. Mais Alex, c'est la classe politique dans son entièreté qui est mobilisée pour aider les agriculteurs. Oui, à commencer par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui doit faire le service après-vente des annonces du Premier ministre qui ont été faites vendredi. Les premières annonces, puisque Marc Fesneau a indiqué hier qu'il y aura des annonces supplémentaires cette semaine pour nos agriculteurs. On l'écoute. Il y aura des mesures complémentaires, soit de niveau européen, soit de niveau national, qui continueront à être égrenées au long de la semaine, parce qu'on a besoin d'y travailler. Dès mardi, par exemple? Oui, dès mardi, sans doute des choses complémentaires. On a besoin d'avoir des mesures qui viennent crédibiliser la parole publique, crédibiliser la parole européenne sur un certain nombre de sujets. Alors du côté de l'opposition, c'est un peu facile, mais on pointe la responsabilité des différents gouvernements d'Emmanuel Macron qui ont été au pouvoir depuis 7 ans. Et notamment au Rassemblement national, on estime que leur politique aurait même détruit nos campagnes. Écoutez Sébastien Chenu. La philosophie d'Emmanuel Macron, celle de Gabriel Attal, c'est une philosophie qui amène à effacer notre ruralité, comme ils ont d'ailleurs effacé les petits commerçants, les petits artisans, parce que ça ne correspond pas à leur modèle. Leur modèle de société ne se satisfait pas de gens qui sont indépendants, enracinés et qui représentent finalement une part de notre histoire économique et sociale.
Le Rassemblement national qui demande également la fin des accords de libre-échange qui feraient du mal à notre agriculture française. C'est ce que demandent aussi les Républicains. Le patron du parti LR, Éric Ciotti, interrogé dans le journal du dimanche, propose aussi une intervention de l'État pour garantir un revenu minimum de 1 500 € à chaque agriculteur. Je le cite, « Nous devons mettre en place un dispositif d'accompagnement financier des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Aucun agriculteur ne doit gagner moins de 1 500 € net par mois. » Et ce revenu minimum, il serait financé par des amendes que paieront les industriels qui ne respectent pas la loi Egalim pour garantir des prix décents à nos agriculteurs. Et puis du côté de la gauche, eh bien, les écologistes récusent les critiques qui sont portées actuellement contre les normes environnementales et contre l'écologie qui étoufferaient la vie de nos agriculteurs. Écoutez Yannick Jadot. Dans notre pays, depuis 20 ans, on n'a quasiment pas réduit le niveau de pesticides. Que ce gouvernement passe son temps à taper sur les écologistes, mais à annuler toutes les mesures écologiques. C'est pas l'écologiste qui est responsable de la crise agricole depuis 30 ans. C'est quand même gonflé. Donc voilà, Oriana, il n'y a pas du tout d'unité politique sur cette crise agricole. Non, on le voit, et du coup, est-ce que ça va être compliqué pour Gabriel Attal, qui est attendu demain une nouvelle fois sur le sujet? Est-ce que jusqu'à maintenant, il a bien géré cette crise agricole, Yves? Oui, moi personnellement, je trouve qu'il est assez courageux quand même. Je ne dis pas qu'on peut régler cette crise du jour au lendemain. C'est une crise qui est profonde, qui vient de loin, qui est compliquée à résoudre. Mais je trouve que déjà le discours qu'il a fait, enfin les propositions qu'il a faites vendredi, même si il a fait beaucoup de politique, c'est normal. Il est assez courageux et il est allé sur le terrain à la rencontre des agriculteurs. Il maîtrise quand même assez bien son dossier pour quelqu'un qui vient d'arriver comme ça, quand vous voyez, et qui pose ses feuillets sur la botte de foin, puis qui commence à parler sans notes, si vous voulez. Vous dites qu'il n'est pas là, c'est pas un touriste, quoi. Hein. Donc, non, mais bon, il va falloir effectivement qu'il y ait des négociations. Alors, après, c'est la foire, si vous voulez, à la démagogie, quoi. Pardon, mais quand j'entends Monsieur Ciotti, les Républicains, qui veut faire un revenu minimum des agriculteurs, je suis sûr que les agriculteurs n'en voudraient... universel agricole. Ils voudraient surtout pas en avoir un, je veux dire, les agriculteurs, sans doute. Donc, non, il faut être sérieux, quoi. Ce qu'il faut voir, à mon avis, il y a deux directions dans lesquelles travailler. Il y a effectivement l'adaptation et l'adaptabilité des normes écologiques qu'il faut travailler. Non pas qu'il faut les supprimer, mais il faut voir de quelle façon elles sont, je dirais, on peut les introduire dans le processus de fabrication et de production. Et puis deuxièmement, les relations entre producteurs et la distribution qui me paraissent là absolument essentielles. Bonne gestion de crise, Mathieu ? Alors, on va voir l'issue. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, il y a une surenchère politique. Bon, je ne sais pas si elle est navrante. En tout cas, elle est compréhensible à quelques mois des élections européennes. En tout cas, on voit bien que le contexte fait que la surenchère politique paraît presque naturelle. La question est celle de la surenchère, en fait, au niveau de la FNSEA. Parce que, rappelons que c'est un mouvement qui a émergé de façon relativement spontanée. On a cru qu'on allait avoir des bonnets jaunes comme on avait eu des gilets jaunes. C'est-à-dire, en fait, hors des cadres institués, des cadres institutionnels habituels. Donc il y avait précisément des révoltes à droite et à gauche qui n'étaient pas le fait de la FNSEA. Et puis là, on a vu qu'au contraire, la FNSEA notamment, en fait, voulait reprendre la main sur le mouvement. Et là où ces mouvements spontanés avaient commencé à se calmer, et où d'ailleurs un certain nombre de leaders avaient dit les premières réponses de Gabriel Attal, en fait, nous suffisent. Elles correspondent précisément à ce qu'était le fond de notre revendication. Donc on plie les gaules et puis on arrête, on rentre à la maison, on rentre à la ferme. Là, on voit qu'au contraire, c'est la FNSEA qui accélère sur le champignon. Et donc la question va être celle du rapport de force et donc de l'autorité dont précisément Gabriel Attal va pouvoir faire preuve dans le contexte, sachant que il est vrai que depuis 2017, en fait, le macronisme aux affaires, en fait, ne se distingue pas par sa capacité de dialogue social et par la considération qui est en général marquée vis-à-vis des corps intermédiaires. Alors, et Gabriel Attal peut changer ça, on l'a vu vendredi soir, elle est au milieu, dans les barrages d'agriculteurs en Occitanie, pour aller dialoguer directement avec les agriculteurs. Est-ce qu'il peut changer cette méthode ? Il est incontestable que si on dit souvent que Gabriel Attal ressemble très fortement à Emmanuel Macron, à son maître, on voit que dans la gestion de crise aussi, précisément, il a une capacité de réactivité qui à chaque fois s'illustre. Sur le harcèlement scolaire quand il était ministre de l'Éducation nationale, sur la baille, etc. On voit bien que c'est quelqu'un qui a un sens politique et une réactivité politique qui précisément ne peut que le servir. Est-ce que ça suffira ? Ça précisément, on verra. Et on suivra ça notamment cette semaine. La crise agricole qui fait toujours la une de plusieurs de vos quotidiens régionaux. On voit ça avec Alex. Et
Alex, les agriculteurs veulent bloquer les grandes villes. Et oui, objectif pour les agriculteurs, faire le siège de Paris. C'est à la une du journal L'Union aujourd'hui. Ou encore prendre en tenaille la ville de Lyon. C'est à la une du journal Le Progrès. Plusieurs points de blocage vont être organisés autour des différentes agglomérations du territoire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, jusque-là accusé de laxisme face aux agriculteurs, a promis quand même un dispositif important pour empêcher les tracteurs de rentrer dans la capitale et dans les grandes villes. 15 000 agents des forces de l'ordre vont être mobilisés. Des blocages qui continuent malgré les annonces du Premier ministre Gabriel Attal vendredi destinées à calmer les agriculteurs. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est l'heure de vérité pour Gabriel Attal. Et oui, l'heure de vérité, c'est le titre à la une de la Dépêche du Midi, puisque demain, Gabriel Attal prononcera son discours de politique générale, un discours percuté par la crise agricole et par une ministre de l'Éducation et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, très affaiblie par les polémiques. Le plus jeune Premier ministre de la Ve République devra réussir ce grand oral pour rassembler une majorité présidentielle divisée ces derniers mois, asseoir également son autorité auprès de ministres ambitieux qui l'entourent et puis montrer qu'il peut apporter des solutions rapides aux problèmes du pays puisqu'il a fait de l'efficacité sa ligne de conduite. Des nouvelles un peu plus positives sur le marché du logement. Et oui, c'est à la une de la Voix du Nord. Dans la région Hauts-de-France, eh bien, les acteurs du marché de l'immobilier entrevoient une légère embellie pour 2024 dans cette crise du logement puisque les taux de prêt immobilier devraient baisser cette année. Sur le marché, les prix de biens sont à la baisse, sauf dans certaines zones touristiques très tendues. Donc l'offre est plutôt accessible aux acheteurs. Fini l'euphorie des prix. Et puis cette dynamique devrait être accompagnée par des mesures de l'État pour favoriser la production de logements neufs. Autant de signaux qui apportent un certain optimisme au secteur. On finit par du sport et la belle victoire de nos handballeurs. Et oui, l'équipe de France de handball a été sacrée championne d'Europe hier en battant le Danemark 33-31. C'était à Cologne. C'est à la une aujourd'hui du journal L'Alsace. Une victoire qui a été arrachée dans les prolongations, dans les derniers instants du match. C'est le 4e titre européen de leur histoire. Ils l'attendaient depuis une décennie, depuis 2014. Et ce titre, il s'ajoute aux 6 titres mondiaux de l'équipe de France et à ces 3 titres olympiques. Alors maintenant, on ne va pas leur mettre la pression, mais l'échéance la plus importante, c'est dans 7 mois, c'est à Paris, aux Jeux Olympiques. Mais bon, pour l'instant, c'est bien parti. Allez, le Breton que vous êtes a une bonne nouvelle. Et oui, on finit par un petit peu de foot avec la une du Télégramme qui salue le match nul de Brest. Là encore arraché 2-2 contre le PSG au Parc des Princes. Les Brestois sont revenus au score après avoir été menés 2-0. C'est ce qu'on appelle un bon point, Oriane. Bravo la Bretagne. Yves, la une du Figaro, c'est les agriculteurs. La tension monte entre les agriculteurs et l'exécutif. Exactement. Bon, on ne peut pas dire le contraire. Non, c'est d'ailleurs ce matin dans le Figaro. Merci Yves, merci Mathieu d'avoir été avec nous. Merci Alex. Prochain rendez-vous à 18h, Thomas Hugues, Sens Public. Nous, on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée.